L'impression d'inefficacité que peut donner la philosophie vient en fait en grande partie de ceci que lorsqu'une branche de la philosophie devient particulièrement solide, comme ça a été le cas pour la philosophie de la nature à partir de Newton, eh bien cette branche s'autonomise en quelque sorte et devient une science à part et va dès lors suivre sa propre évolution en dehors de ce qu'on appelle philosophie. Et il faut noter que cette science a un certain objet d'étude et du coup ce n'est plus aux philosophes d'étudier cet objet mais aux scientifiques. Ainsi ce n'est plus aux philosophes de nous dire quelle est la nature de la matière ou du mouvement, c'est aux physiciens. Mais avant que la physique moderne apparaisse, cette question revenait bien par défaut en quelque sorte aux philosophes. C'est pourquoi, même si j'ai dit qu'a priori il n'y a rien qui soit exclu du champ de la philosophie, au sens où les philosophes ont pu s'interroger sur absolument tout et n'importe quoi, il faut aussi reconnaître que certaines régions du savoir ont fini par être exclues du champ de la philosophie. Lesquelles? Eh bien, toutes celles que traitent les sciences. Et ça fait quand même beaucoup aujourd'hui. Si bien que le champ propre de la philosophie aujourd'hui, ça ne peut plus être qu'une sorte de résidu de questions insolubles, un résidu de questions qui ne peuvent pas être traitées par les sciences. Et en fait, on pourrait commencer par se demander, mais est-ce qu'il y a bien un tel résidu de questions? Est-ce qu'il y a bien des questions qui échappent aux sciences? On pourrait avoir une sorte d'excès de confiance dans le pouvoir des sciences et se dire qu'elles ont ou vont répondre à toutes les questions que l'humanité se pose. Du coup, la philosophie n'aurait plus de travail, elle se serait fait manger par les sciences. C'est très caricatural, mais en fait on peut entendre ça de temps en temps, même de la part des personnes les plus intelligentes. Stephen Hawking, par exemple, a soutenu que la philosophie est morte. Et il ajoute, pour expliquer pourquoi elle est morte, que c'est parce que les philosophes ne sont pas restés en contact avec le développement moderne des sciences, en particulier en physique. C'est vraiment très curieux de soutenir ça. Ça semble signifier que c'est forcément par le biais des sciences qu'on peut répondre à toutes les questions que la philosophie se pose. Donc par exemple, si je veux savoir s'il est moralement permis ou condamnable de tuer des animaux pour consommer leur viande, il faudrait que je pose cette question à une science. Mais laquelle? La physique? La biologie? Si on avait enfin cette théorie du tout qui unifie toutes les branches de la physique, ce serait cool, mais je crois pas que ça me permettrait de répondre à une telle question. Et si on avait une compréhension totale de toute la biologie, de tout le fonctionnement de tous les êtres vivants, ce serait cool. Mais ça m'aiderait pas non plus beaucoup pour déterminer si consommer de la viande est immoral. Il y a clairement certaines questions générales qui resteront ouvertes, quel que soit le degré d'avancement des sciences telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc oui, il reste bien un résidu de questions insolubles qui échappe aux sciences et qui constitue en quelque sorte le champ propre de la philosophie. Quelles sont en gros ces questions? Je ne peux pas toutes les énumérer, mais on va quand même faire un rapide tour d'horizon. D'abord, il y a tout ce qui a trait aux valeurs, donc les questions morales, esthétiques, politique dans une certaine mesure. Également tout ce qui a trait à l'expérience que l'on fait du monde, à la conscience, à l'esprit. Alors bien sûr, il y a aussi des sciences comme la psychologie ou les neurosciences qui traitent à peu près des mêmes objets, mais la perspective philosophique est assez différente à ce sujet-là. Par exemple, le neuroscientifique s'intéresse à la question de savoir comment fonctionne effectivement le cerveau, tandis qu'un philosophe de l'esprit va s'intéresser à la question de savoir qu'est-ce qu'une expérience consciente et comment on peut déterminer si ça ou ça a une expérience consciente, par exemple. De façon générale, en philosophie, on a tendance à poser des questions plus fondamentales, plus radicales. Pour prendre un autre exemple, le boulot des physiciens comme Hawking, c'est de formuler des théories, mais ils n'ont pas à se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une théorie physique? Qu'est-ce qui fait qu'une théorie est meilleure qu'une autre? Quel est le rapport de la théorie à la réalité? Et même la question, pourquoi faire des sciences? Ça ne fait pas partie du boulot du physicien de répondre à ces questions. Ce sont des questions de philosophie des sciences, pas des questions de physique. Et contrairement à ce que dit Hawking, les philosophes des sciences s'intéressent évidemment au développement moderne des sciences. Ce ne sont pas des crétins. On peut se poser des questions encore plus radicales. On peut se demander qu'est-ce qu'une connaissance et qu'est-ce qui rend la connaissance possible, ou même qu'est-ce qu'un langage et comment le langage peut se rapporter au monde, etc., etc., etc. Donc oui, il reste du travail aux philosophes et même beaucoup de travail. Bon, ok, il reste des questions philosophiques, mais on a vu que c'était des questions qui échappaient aux sciences, des questions en quelque sorte insolubles, et on pourrait se demander à quoi bon s'intéresser encore à des questions qui sont insolubles. Mais attention, insoluble, ça ne veut pas dire vide de sens ou incompréhensible. Je veux seulement dire qu'on ne peut pas les résoudre comme on résout une question en science. On ne peut pas établir une réponse qui fasse consensus, ni même une méthode pour arriver à une telle réponse. Ce qui caractérise la philosophie, je l'ai déjà souligné, c'est qu'absolument rien n'y fait consensus. Mais l'absence de consensus ne signifie pas l'absence de discussion. Une question philosophique, c'est moins une question à laquelle on n'a pas du tout de réponse qu'une question à laquelle on a beaucoup
beaucoup de réponses et beaucoup d'arguments qui viennent justifier ces réponses, et aucun de ces arguments ne l'emporte complètement, aucun n'est parfaitement satisfaisant, et donc ce qui fait l'incertitude de la philosophie, c'est moins l'absence de réponses que la multiplicité de réponses possibles. Et cette multiplicité nous montre aussi que, contrairement à ce que suggérait l'image de la masturbation intellectuelle dont nous étions partis tout à l'heure, car vous n'avez pas oublié, j'en suis sûr, la philosophie n'est pas une activité solitaire que chaque auteur pratique dans son coin. Tout au contraire, c'est un effort collectif, chaque philosophe s'inscrit dans une tradition dont il a conscience et à laquelle il ajoute quelque chose et qu'il ne prétend pas clore définitivement. Il y a eu bien sûr quelques philosophies cathédrales, genre Hegel, qui prétendent tout bâtir en elles-mêmes en partant de rien et sans rien laisser après elles, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Aujourd'hui, l'immense majorité des philosophes travaillent en communauté, dialoguent les uns avec les autres, écrivent des articles, se répondent, se réfutent, etc. exactement comme on fait en science. C'en est presque décevant. Ce qui caractérise l'enquête philosophique, c'est qu'on part souvent de questions auxquelles on croit avoir une réponse, des questions qui semblent extraordinairement simples et évidentes. Par exemple, est-ce que j'ai une main? Bah oui, j'ai une main, hein. Ça se voit? C'est exactement ce que répondrait un cerveau dans une cuve. Et ce qu'on découvre, c'est que ces questions simples soulèvent en fait des problèmes complexes. Et aucune des façons de répondre n'est pleinement conclusive, si bien qu'à la fin de l'enquête philosophique, c'est difficile de dire si on en sait plus ou si on en sait moins. Au début, on croyait avoir une réponse, et à la fin, on se rend compte qu'il y en a plusieurs possibles et qu'aucune n'est pleinement satisfaisante. Bertrand Russell a, je trouve, très bien résumé les choses en écrivant « Sans doute la philosophie ne nous apprend pas de façon certaine la vraie solution aux doutes qu'elle fait surgir, mais elle suggère les possibilités nouvelles, elle élargit le champ de la pensée en la libérant de la tyrannie de l'habitude. Elle amoindrit notre impression de savoir ce que sont les choses, mais elle augmente notre connaissance de ce qu'elles pourraient être. Elle détruit le dogmatisme arrogant de ceux qui n'ont jamais traversé le doute libérateur, et elle maintient vivante notre faculté d'émerveillement en nous montrant les choses familières sous un jour inattendu. C'est quand même sympa. Ajoutons une dernière chose. Certaines des questions dont traite la philosophie sont aussi des questions auxquelles les religions répondent. Ce sont par exemple les questions morales, les questions relatives à la meilleure façon de mener sa vie, ou encore les questions sur la nature de l'esprit ou de l'âme. Ce qui caractérise ces questions, c'est qu'elles sont extraordinairement importantes pour l'être humain. On ne pourra jamais cesser de se les poser, et c'est sans doute une bonne chose. Alors la religion y répond, certes, mais elle y répond de façon dogmatique. En gros, la vérité est révélée par Dieu, puis transmise par les prophètes, et puis voilà. À l'inverse, on l'a vu, les philosophes vont chercher des réponses de façon rationnelle. Ça revient à dire aux hommes, n'écoutez pas le premier prophète venu, essayez de répondre par vous-même à ces questions. De ce point de vue, la philosophie joue un rôle intéressant et que la science ne peut pas jouer. Les sciences, en effet, ne sont pas censées traiter de ces questions existentielles. Je pense que même Hawking doit bien admettre qu'aucune science ne permet de répondre à la question de savoir comment mener sa vie. Mais les hommes ne peuvent pas pour autant cesser de se poser ces questions parce qu'elles sont juste trop importantes. Il est juste impossible de s'en tenir à croire en ce que dit la science. On a tous des convictions morales, par exemple, et elles sortent pas d'une science. Du coup, s'il n'y avait pas de philosophie, le terrain ne serait plus occupé que par les dogmatismes de toutes sortes, donc la religion et la tradition principalement. Or, il serait vraiment dommage, et peut-être même un peu dangereux, de renoncer complètement à réfléchir rationnellement sur ces questions, même si la réflexion ne peut pas aboutir à une réponse nette et tranchée. La philosophie représente justement cette exigence de rationalité. En somme, si l'on prend une question comme « m'est-il moralement permis de manger ce steak ?» D'abord, il faut voir qu'il n'y a pas de science qui permet de répondre à cette question. Ensuite, je vais pas demander à Dieu ce qu'il en pense, je vais pas non plus demander à mon estomac ce qu'il en pense. Il n'y a rien de plus dogmatique qu'un estomac. Pourquoi pas essayer plutôt d'y réfléchir, tout simplement. Je vais découvrir les problèmes que ça pose, je vais peser les arguments dans un sens et dans un autre, etc. Et tout ça, c'est faire de la philosophie, finalement. Je risque de manger froid, certes, ou de manger toute autre chose, peut-être. Mais en tout cas, je saurai pourquoi je le fais. Voilà donc aussi à quoi ça peut servir, la philosophie. Mouais. Voilà, cette vidéo est terminée. Je tiens à signaler que j'ai emprunté beaucoup de choses au dernier chapitre des problèmes de philosophie de Russell. C'est un livre très sympa pour introduire à la philosophie, donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes un peu curieux. N'hésitez pas non plus à dire tout le bien et tout le mal que vous pensez de tout ça. C'est une petite graine de philo et c'est la première et il faut que ça germe. Alors commentez, likez, partagez, faites tout ce qu'on fait avec des vidéos YouTube, je sais pas, je connais pas si bien que ça. Et pensez aussi à vous abonner parce qu'il y en aura régulièrement d'autres, c'est promis. La prochaine fois, on va parler d'esprit, de corps et de Descartes. Miam. Ciao.